Vous écoutez l'épisode 17 sur les addictions, les agressions sexuelles et la prostitution. Aujourd'hui, vous n'entendrez pas ma voix, mais celle de Laura. Je m'appelle Laura Calisté, j'ai 36 ans. Je suis née à Paris dans le 14e arrondissement et je vais vous raconter l'histoire de mon adolescence, de ma jeune vie d'adulte et de ma vie de femme. Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans et demi. Maman est partie du jour au lendemain de chez papa, un homme qui la trompait énormément. Et j'ai dû du coup aller un week-end sur 2, la peur au ventre et la mort dans l'âme, le week-end chez papa. C'était quelque chose de terrifiant parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais porté la main sur moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de porter la main sur personne, quelqu'un de très intelligent, très cultivé. Profession, il était architecte, mais quelqu'un vraiment avec un don pour l'art, la musique, le sport, et en même temps quelqu'un de simplement méchant. Je pense que c'était pas une gentille personne, il avait certainement vécu des choses peut-être traumatisantes quand il était petit, mais c'est quelqu'un qui aimait faire en sorte que les autres soient retranchés dans des petits coins et qui se sentent mal à l'aise. Et quelqu'un avec effectivement une sexualité débridée et débordante. Étant archi, on vivait dans une maison qui n'avait quasiment pas de cloison. Moi, j'ai assisté à ces ébats, ou tout du moins je les ai entendus de mes 3 ans jusqu'à 14 ans, au moment où j'ai à peu près arrêté de le voir. J'ai appris à lire dans des magazines pornographiques, parce qu'il laissait traîner ces magazines pornographiques. C'est quelque chose de violent pour un jeune enfant de 4 ans. On ne se rend pas forcément compte tout de suite, mais je sais que ça a marqué ma sexualité de jeune fille, de jeune femme et d'adulte. Ce climat incestuel, pas incestueux, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si mon père a abusé de moi ou s'il m'a touchée. En revanche, le climat était incestuel. C'est justement ces magazines, c'est je ne veux pas te laver. Moi, dès mes 4 ans, mon père ne voulait plus me laver, il ne voulait pas me voir nue. En même temps, il avait besoin, quand il n'avait pas ses maîtresses avec lui le week-end, que je vienne le retrouver dans son lit. Et je sais que j'ai un souvenir horrible de détester ça, parce que dès que je bougeais, il gueulait dans le lit en disant « mais arrête de bouger ». C'était quelque chose de compliqué à gérer. Donc la vie a un peu commencé comme ça. Il m'a énormément poussée dans le sport et étonnamment aujourd'hui à 36 ans, je lui en remercie presque parce qu'il m'a imposé une certaine rigueur et il a peut-être posé des bases et des racines assez solides. Malgré ces autres côtés un peu tangents qui m'ont fait plus tard être en équilibre et sur un fil, il y avait aussi ce côté où je t'ancre, où il faut se lever très tôt le matin, il faut faire du sport, il faut avoir une alimentation qui est saine. Lui faisait pas mal d'apnée en mer, il m'a appris à respirer, c'est des techniques respiratoires que j'applique aujourd'hui. Et étonnamment, c'est une des personnes qui m'a cassée, mais c'est aussi une des personnes qui m'a donné des clés qui me servent aujourd'hui pour aller mieux. Ce côté un peu, pas rigueur militaire, mais pour aussi se sortir de certaines choses, faire des petits pas au quotidien, régulièrement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et étonnamment, c'est cette personne qui m'a transmis ça, alors qu'il m'a complètement déglinguée. S'en est suivi une enfance qui a continué comme ça, entre ses maîtresses, ses magazines pornographiques, une maman, elle, très aimante, hyper psychologue, elle avait fait des études de psy. La mer méditerranéenne, quand il fait 25, elle vous couvre, elle vous met 2 t-shirts ou 2 gilets de peur que vous ayez froid, toujours hyper présente, un peu trop laxiste, je pense, pour compenser justement ce côté d'ultra rigueur de mon géniteur, de mon père, ce qui n'a pas forcément été une bonne chose parce que du coup ça m'a ouvert aussi d'autres portes. Une vie plutôt douce matériellement. On partait en vacances à chaque vacances. Moi, j'ai des souvenirs de ski, j'ai des souvenirs de plage, même si c'était dur avec mon père. C'était mitigé, j'aimais bien aller à la montagne, mais après devoir dévaler des pistes noires alors que j'avais 5 ans, ça m'effrayait un peu. Et arrive l'adolescence. L'adolescence, il se passe plusieurs choses différentes. Maman perd son compagnon de vie qu'elle aimait follement. Elle tombe dans une dépression pas possible. Et comme souvent,
les choses s'ajoutent. Elle a un contrôle fiscal et on doit déménager, donc on doit partir du 1er arrondissement pour un appartement qu'elle a dans le 94 à Cachan. Et là, pareil, c'est un autre monde qui s'ouvre à moi. D'un collège, alors là, je suis pas à Paris au collège, je suis à la Légion d'honneur en 6e, qui est un collège non mixte, donc je suis qu'avec des jeunes filles. Je passe à un collège en zone d'éducation prioritaire à Cachan. Je sais pas du tout où je suis, en fait. Je me dis, mais où est-ce que j'ai mis les pieds ? Je suis, je pense, harcelée. On appellerait ça comme ça aujourd'hui, même si je m'en défends et que je suis quand même quelqu'un d'assez dur, donc je me défends face à ça. Et je pense que pour rentrer un peu dans le moule et pour un peu faire comme tous mes camarades de classe, ou tout du moins pour prendre un peu l'ascendant, je décide de faire encore plus de conneries qu'ils n'en font. Et je suis très forte là-dedans. Et du coup, très rapidement, je commence à fumer du shit, à fumer de l'herbe. J'ai 12 ans et demi. Le shit, essentiellement parce que l'herbe coûte plus cher et que j'en ai pas forcément les moyens à ce moment-là, devient une véritable addiction et m'accompagne tous les matins en allant en collège. Donc je suis en 2e année de 6e. Aujourd'hui, je revois ça en disant, mais j'étais un bébé avec un joint à la bouche, ça me choquerait. Et je vais tous les matins au collège avec mes joints que je roule sur le chemin, que je fume, j'arrive complètement défoncée en cours. Et je me fais forcément des amis qui eux fument aussi, dont un ami qui est mon meilleur ami à ce moment-là, qui lui est au lycée et me défend un peu contre les autres qui m'embêtent parce que je reste une jeune fille plutôt bien élevée malgré tout, habillée un peu différemment parce que je suis pas forcément jogging basket. J'ai des codes encore très parisiens. J'ai pas ce code de la basket, du jogging rentré dans la chaussette, enfin j'ai pas ces codes-là. Et donc forcément ça diffère. Et lui devient mon meilleur ami, il est gothique, il fume du shit, il fume de l'herbe, on a tout pour devenir copains, il est anticonformiste, il dit merde à tout le monde et ça devient mon protecteur. Et il n'y a rien de flirt entre nous, c'est vraiment de l'amitié. Je sais pas, quelques mois après cette amitié, je le suis comme quasiment tous les mercredis pour aller fumer dans la cave des grands ensembles à Cachan, c'est une cité pas très loin de ce collège. Et très souvent on va fumer là ou on va fumer dans un parc quand il fait beau. Et là, il y a 4 de ses amis qui nous attendent... c'est pas des amis, je pense que c'est des copains qui nous attendent à la sortie. On boit une canette de coca, on marche ensemble, on roule des joints extrêmement dosés parce que notre gros truc, c'est vraiment s'anesthésier. Et moi je les suis, je suis avec mon ami, il est avec ses potes. Et de là naît le premier vrai drame, je pense, de ma vie. Parce que je fume beaucoup, je suis dans cet état un peu vaseux, comateux, entre le rire et la décontraction totale, enfin un état de mollesse. Et je me fais agresser sexuellement, enfin je me fais violer par ces 4 garçons. Mon ami qui lui est le 5e va regarder la scène, les scènes pendant quelques temps. Il s'avère que je perds conscience à un moment, donc je sais plus trop ce qui se passe, mais en tout cas il s'est passé des choses graves parce que j'ai des brûlures de cigarettes sur la poitrine, j'ai des brûlures de cigarettes sur les cuisses. J'en garde encore des stigmates aujourd'hui, des années après. Je suis sodomisée, je suis violée par ces 4 garçons. On me pénètre avec une bouteille de Coca-Cola en verre et je tombe dans les pommes, ou tout du moins mon corps et mon esprit se déconnectent l'un de l'autre. Et je me réveillerai vers 18h30, 19h, seule dans ce local, mes vêtements éparses, avec du sang, de la saleté partout sur le corps. Je n'ai qu'une seule idée en tête, c'est récupérer mon sac à dos. C'est un vrai souvenir, c'est qu'il est bleu et vert, et ce bleu et vert reste encore vraiment gravé dans mon esprit. Et je récupère ce sac à dos et je regarde mon portable, je vois qu'il est tard, ma maman va bientôt arriver, et je me mets à courir comme une dératée pour pouvoir arriver avant elle et pour pouvoir me laver surtout de ce qui vient de se passer. Et je me lave, je me frotte fort, pas au sang, mais je me nettoie vraiment et je me mets en pyjama. Maman arrive, elle est surprise d'ailleurs de me trouver en pyjama à cette heure-ci parce que c'est pas forcément dans mes habitudes. Et là s'ensuit un décrochage scolaire pendant des années. Jusqu'à la fin, je crois d'ailleurs. Je n'ai jamais pu réellement raccrocher à la scolarité parce que dès le matin, c'est la brosse à dents qu'on met dans la bouche et la nausée qui arrive. Et plus que la nausée, c'est qu'on vomit littéralement. Naît une incompréhension totale dans la tête de ma maman qui ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain je ne peux plus aller au collège. Donc
Pendant une semaine, je lui fais croire que je suis malade. Au bout de 2 semaines, ça commence à être compliqué. Elle me laisse y retourner, je lui dis que j'y vais, puis finalement, je n'y vais pas. Je passe mes matinées et mes journées à la Fnac. Je pars de Cachan et je vais à la Fnac d'Italie 2 dans le 13e et je lis. Je lis des BD, je lis des romans, je lis beaucoup de littérature érotique étonnamment. Puis à un moment, le bulletin arrive et quand vous n'êtes jamais là, forcément il n'y a rien à dire à part on ne sait pas où est votre enfant, donc elle ne comprend pas. Et elle va commencer à m'y emmener tous les matins, à attendre, mais dès qu'elle part, je m'en vais, je ne peux plus rester. Il y a plusieurs établissements qui s'enchaînent. C'est une période qui, chronologiquement, est compliquée parce que quand on est en état post-traumatique, la chronologie des événements, elle est très compliquée à relier. Je sais que certaines choses se sont passées, mais savoir si elles se sont passées avant ou après, c'est parfois nébuleux. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais ça l'a été très longtemps difficile à gérer. Aujourd'hui, j'ai lâché prise un peu là-dessus en me disant, je sais que ça, c'est arrivé. Est-ce que c'est en 2013, est-ce que c'est en 2014 ? Peu importe. Du coup, une scolarité qui est vraiment chaotique et la drogue encore plus forte qui commence à rentrer dans ma vie. Le shit fait vraiment partie intégrante de mon existence. C'est que quand je n'ai pas ça, je suis pas bien. Et petit à petit, je vais me retrouver à traîner avec des gens qui sont plus âgés que mon âge, qui me font pas forcément peur dans un contexte qui est en dehors de l'école. Moi, j'ai 14 ans et demi et eux, ils ont entre 19, 25, 30, ça dépend vraiment de mes rencontres, ça dépend de mes sorties aussi. S'en vient une première tentative de suicide. La première d'une longue série, vu qu'il y en aura 8, et la première, ça a été une accumulation de médicaments que divers médecins m'ont prescrits pour mes anxiétés, pour mes phobies scolaires, pour ces moments où je me scarifiais, et donc ces médecins me donnent pléthore de médicaments. Il y a du Lexomil, il y a du Stilnox, il y a de l'Imovan pour dormir. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne devrait normalement, je pense, pas donner à quelqu'un d'aussi jeune. Et moi, j'accumule ces pastilles. Vraiment, je les mets de côté, tout en sachant qu'un jour, je pense que je vais les prendre. Et effectivement, ce soir arrive. Et je mets, je pense, une centaine de cachets, gélules, pastilles dans un yaourt. Et je mange ce yaourt et je m'enfonce petit à petit dans un coma. Cette tentative de suicide, elle est considérée comme un suicide raté parce qu'elle n'est vraiment pas passée loin. Sur mes 8 tentatives de suicide, il y en a 2 qui sont considérées comme des suicides qui ont foiré à très peu de temps. Tu sais, genre vraiment on te récupère, c'est l'ultime limite. Je tombe dans le coma et je vais parler et je vais révéler ce qui s'est passé. Et peut-être une semaine ou 2, c'est très flou, mais je me réveille en tout cas à mes pieds, à l'hôpital. Il y a le psychiatre, le psychologue, l'assistante sociale, l'infirmière, mes parents qui comprennent pas trop ce qui se passe, ou si, qui comprennent. Et on leur dit qu'il va falloir que je sois suivie. Moi, j'ai qu'une seule peur à ce moment-là, c'est d'avoir contracté le HIV. Parce que j'ai pas fait de test depuis mon agression sexuelle. J'ai trop peur de ça. Je me dis c'est pas possible, je peux pas avoir ça en plus. Et donc du coup ce test, c'est l'une des premières choses que je demande quand je suis à l'hôpital, c'est qu'on me fasse ce test. On me dit que c'est négatif. Je vais devoir être suivie par des pédopsies, accompagnée d'une assistante sociale. Quand je sors de l'hôpital, ma maman m'enferme chez nous pendant quasiment 2-3 semaines en me disant il faut que tu portes plainte, il faut que tu portes plainte. Moi, je ne porterai pas plainte parce que je suis mineure et que je sais à ce moment-là que si je porte plainte, elle sera obligée de lire ma plainte et c'est impossible pour moi de la confronter à ça. De la confronter à l'horreur, de la confronter à mon intimité qu'on a violée, de la confronter à des actes littéralement de torture et de barbarie. Du coup, je ne porterai jamais plainte. Je veux littéralement la protéger. C'est une maman méditerranéenne et je sais pertinemment que si elle connaît les noms de ces personnes, elle va les tuer, je pense. C'est pas je vais te tuer et on n'en fait rien, c'est je vais vraiment te trouver et te tuer parce que tu as fait souffrir la chair de ma chair. Et cette plainte, elle signifie aussi que potentiellement, ma maman, la personne que j'aime le plus au monde et que je déteste aussi à cette période le plus au monde, va tuer des gens et va partir en prison. Donc jamais je prends ce risque-là, c'est pas possible. Mon père reste très, je sais pas,
pas insensible, mais il a pas l'air d'être plus touché que ça face à cette révélation. Il est tellement déconnecté, ou au contraire, ça le choque peu, ou je sais pas, enfin sa réaction elle est vraiment particulière. Qu'à la fin de mon séjour à l'hôpital, il m'apporte un livre qui est Le sexe pour les nuls, à sa fille, dont il vient d'apprendre qu'elle a été violée. Enfin, aujourd'hui j'en rigole, je trouve ça tragicomique, mais sur le coup je n'ai pas su quoi faire de ce livre et j'ai été très très mal à l'aise avec ce bouquin. C'était un peu comme un clou qu'on venait enfoncer en plus. Et je veux plus vivre à Cachan. Vraiment, c'est plus possible pour moi. J'ai peur de croiser les personnes qui m'ont fait ça. Maman, elle fait des pieds, des castagnettes pour me retrouver des collèges, parce que tous les 3-4 mois, je me fais virer. Et papa arrive en grand sauveur, mais surtout en grand manipulateur, me proposant son appartement dans lequel il ne vit pas, parce qu'il a un grand 2 pièces dans le 5e. Il ne vit pas dedans, il y va juste quand il a ses rendez-vous à Paris, mais sinon il vit dans une maison à la campagne. Et il me dit, ma chérie, je comprends que tu veuilles plus vivre là-bas, vis donc toute seule. À 14 ans et demi, c'est une bonne idée, après ce qui t'est arrivé. Et je vis entre 8 et 10 mois, pas toute une année pleine, dans cet appartement. Maman a pas trop de mots à dire, parce que très souvent, je la responsabilise aussi de ce qui m'est arrivé. Et je suis une adolescente odieuse en lui disant si ça m'est arrivé, c'est parce qu'on a déménagé dans cet endroit, moi je veux plus vivre ici. Enfin, elle a pris cher, la pauvre, vraiment. Heureusement, je m'excuse au quotidien aujourd'hui. Et je pars donc vivre dans cet appartement, dans le 5e. Et ça commence à être la foire. Parce que j'ai 14 ans et demi, pas 15 ans encore, et j'ai un appartement et je vis seule dedans, et j'ai des amis qui sont plus âgés que moi, et du coup, tout le monde vient un peu dans cet appart. C'est un vrai squat, dans un quartier sympa, où on fume beaucoup, où certains de mes amis un peu plus âgés, eux, commencent à prendre de la cocaïne. C'est d'ailleurs ce moment-là où je découvre cette substance, qui va pas être tout de suite la substance que je vais aimer, parce que je vais en prendre 2-3 fois sans réellement comprendre pourquoi ça attire tant de monde. Et on me retire les clés de cet appartement quelques mois après, parce qu'il y a une énorme fuite d'eau, enfin les cabinets sont bouchés. Et le plombier appelle mon père et lui dit « Monsieur, on doit bien s'amuser chez vous, parce que les toilettes sont bouchées de plein de préservatifs. » Parce que c'est devenu un vrai lieu où tout le monde couche avec tout le monde, et tout le monde peut rester jusqu'à 5-6 heures du matin, fumer, boire, prendre de la coke et coucher. Il y a aussi cette sexualité débridée de très jeune fille, parce qu'à 14 ans et demi, on est une jeune fille, on n'est pas une jeune femme, qui fait écho à cette agression sexuelle, qui fait écho à ce viol, dans le sens où on m'a ôté quelque chose, on m'a volé quelque chose, on m'a souillé, on m'a fait du mal, et je ne veux plus jamais que ça se reproduise. Du coup, au lieu de rentrer dans un schéma de fuir la sexualité, au contraire, je vais avoir une sexualité ultra débridée. Vraiment. Et me donner extrêmement rapidement, parce que au moins c'est mon choix. Est-ce que c'est conscient ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que j'ai une sexualité à 14 ans et demi qui n'est pas censée être la sexualité d'une jeune fille de 14 ans et demi, de 15 ans, ni même de 16 ans. À accumuler beaucoup de partenaires, des partenaires qui n'ont jamais mon âge. Je n'ai pas de partenaire de 15 ans quand j'ai 15 ans. J'ai des partenaires qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui en ont même 30. Ça, aujourd'hui, avec le recul, je le vois d'une drôle de façon, en me disant, je pouvais pas nier que j'avais 15 ans. On pouvait peut-être m'en donner 17, 18, mais quand t'en as 30 et que tu couches avec une fille de 18 ans, tu sais ce que tu fais quand même. Enfin, cette sexualité, elle me suivra assez longtemps, parce que pendant longtemps, je me dis que je vais me donner, littéralement, alors pas à tout le monde, mais dès que j'ai le moindre petit désir pour quelqu'un que je peux croiser en boîte de nuit, ou même le postier, tu vois, je vais provoquer l'acte. Et je me dis, au moins, je suis sereine. J'ai eu un micro-désir. Même si j'ai une attitude provocante, je sais que c'est pas lui qui me volera quelque chose, c'est moi qui lui donne. Donc, quelque part, ça m'apaise, et en même temps, ça jette de l'huile sur le feu. C'est assez complexe comme schéma. Et les années passent sans réelle scolarité, par un CAP esthétique obtenu, je sais même plus vraiment comment, parce que j'ai des parents qui sont à bout.
j'ai des parents qui ont vraiment peur parce que je passe les 3/4 de mes nuits dehors et on peut me dire oui mais ta mère elle faisait quoi, mais ma mère elle a essayé de m'enfermer 1000 fois, mais si je sortais pas par la porte je sortais par la fenêtre, et si je sortais pas par la fenêtre je lui faisais du chantage en lui disant que j'allais me suicider de nouveau ou que j'arrêtais de m'alimenter tout simplement, ou je me scarifiais. Et on peut pas garder un lion en cage, en fait, c'est pas possible. Donc du coup, elle ouvre la porte, et dès qu'elle ouvre la porte, moi je sors, je vais au Baron, je vais au Queen, je vais à la Scala, je sors partout. Partout où on n'est pas censé être quand on a 15 ans. Et je rencontre forcément plein de personnes très étonnées de voir une si jeune femme, mais en même temps un peu fascinée, j'ai l'impression, ou tout du moins qui alimente mon moulin. La drogue fait vraiment partie de ma vie à partir de mes 16-17 ans. C'est totalement présent et c'est toutes les drogues. Mais ça commence à devenir essentiellement la cocaïne. Et ça va l'être jusqu'à, je pense, mes 25-26 ans. Pendant 10 grosses années. Et ça va être 10 grosses années de polyaddiction. La drogue au début, je sais pas si elle me fait me sentir mieux. Il y a quelque chose d'assez grisant. Il y a quelque chose d'anesthésiant. Il y a quelque chose aussi qui me permet de boire encore plus. Un peu comme l'outre-mangeur, c'est l'outre-buveur, mais qui ne va pas tomber dans le caniveau parce que justement elle a cette drogue, donc la cocaïne, qui lui permet de tenir tout l'alcool qu'elle boit. C'est aussi l'appartenance à un milieu. Là, tes amis sont plus âgés, tes amis ont de l'argent, et tout du moins, à cette époque, c'est pas une drogue qu'on trouve partout, tout le temps. C'est une drogue où, au début, moi j'ai mes souvenirs de cocaïne quand j'ai 16 ans, on est caché dans les toilettes et c'est vraiment une seule personne dans la soirée qui te dit « Ah, j'ai de la C. » Et très rapidement, 3-4 ans après, c'est l'explosion parce que là, c'est plus dans les toilettes, c'est vraiment sur la table du salon. Et on est 5, 10, 15, 20 avant d'aller en soirée ou en rentrant de soirée, et où tout le monde prend de la cocaïne. Et au milieu de cette table, il y a tout le monde en fait. Il y a un chef d'entreprise, il y a une nana qui est mineure, il y a une escorte de 25 ans, il y a une nana qui est vendeuse dans une boutique. Il y a vraiment une population très différente qui est... C'était pas le cas 4-5 ans auparavant. C'était plus confidentiel. Et je sais que c'est étrange de dire ça, mais c'est quelque chose qui me faisait... Je me disais, j'en suis en fait. J'appartiens à un milieu où il y a du pognon et on s'en fout et on prend de la coke. Et 5 ans après, c'était vraiment tout le monde, quoi. Cette drogue, elle me permet pas de m'évanouir, comparé au shit qui, lui, me ravage vraiment. Elle me permet, j'ai l'impression, d'atteindre d'autres sphères et juste de faire de moi une meuf cool qui peut boire plus. J'ai 16 ans et c'est aussi à ce moment-là que je rentre plus ou moins dans le TDS, dans le travail du sexe, sans le voir comme ça à ce moment-là, parce que suite à cette affaire, l'affaire de l'appartement et des préservatifs, j'ai un ami de mon père qui me contacte quelques semaines, quelques mois après, en me disant « Ah, ça serait bien qu'on dîne ensemble, ça va pas, j'ai vu ton papa. » Moi, j'accepte de dîner avec lui, enfin... Il me connaît depuis que je suis nourrisson, on s'est vu régulièrement. Il est très sympa. Et on dîne ensemble. Et lors du dîner, il me fait comprendre certaines choses, mais à demi-mot. Donc je sais pas si je fais semblant d'être sotte ou si je fais semblant de pas les comprendre, mais voilà. Et à la fin du dîner, après avoir bu, je sais pas ce qu'on a bu, une bouteille de vin peut-être, il m'embrasse. Il m'embrasse sur la bouche, il me roule littéralement une pelle. Je sais que je suis un peu arrêtée à ce moment-là et un peu stupéfaite. Parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi, et vraiment beaucoup, beaucoup plus âgé que moi. Et c'est surtout que je connais depuis ma naissance, enfin, il me connaît depuis ma naissance. Mais il me donne de l'argent pile à ce moment-là, en me disant je sais que ça va pas avec ton papa, je sais qu'il te donne plus d'argent en ce moment, tiens, prends ça. Et le fait que ce soit juste après qu'il m'ait embrassée, je suis pas idiote, je suis jeune, mais je suis pas idiote, je comprends aussi, pas tout de suite, mais... Je sais que ça me dérangerait pas d'avoir une relation avec lui contre de l'argent. Et c'est comme ça que petit à petit, mais de façon très naturelle, sans avoir vraiment cherché grand-chose, et en même temps en étant très heureuse de ça, parce que l'homme paye. Il me paye financièrement. Je pense qu'inconsciemment, je me dis, j'ai de la valeur. Ça me fait du bien de me dire que
Là, j'ai passé un très bon dîner avec l'ami de mon papa. C'était très agréable. C'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un avec qui je suis en confiance. Ce baiser n'a pas été un baiser désagréable. Bien au contraire. C'est un baiser qui était flatteur, en plus, pour la très jeune fille que j'étais, de me dire j'intéresse un homme plus âgé. Il s'intéresse à moi, à ce que je lui ai dit. Et il me paye. Et je me souviens très bien, il y a 450 € dans cette enveloppe. Parce qu'il sait que papa me donne plus d'argent et que maman est en galère à ce moment-là. Et du coup, je me dis, mais mon baiser a mérité 450 € et je suis tellement flattée. Et j'ai encore ce souvenir d'être sortie de ce dîner, de chez lui, en étant, genre, waouh, c'est trop cool en fait la vie. Il suffit de rouler des pelles à des vieux pour avoir de l'argent. Même si je le vois plus totalement pareil aujourd'hui. Et je le vois, pas régulièrement, mais on se voit... on s'est peut-être vu 2 fois ou 3 fois dans les 2 mois qui ont suivi. Et à un moment, il m'appelle et il me dit « Est-ce que tu as envie de te faire un peu d'argent ? J'ai un ami qui cherche une petite copine à Paris. » Et je lui dis « Bah oui, grave. » Et en fait, son ami, il n'est pas parisien. Son ami, il vient du sud de la France. Il est aussi beaucoup plus âgé que moi, parce qu'il doit avoir, je sais pas, entre 50 et 57 ans. Moi, j'en 15 et demi, 16. Je lui dis, bah, grave. Et du coup, je vois cet ami. On se rencontre là où je rencontrais tout le monde à l'époque. Et il est très sympa. Il est pas beau, mais il est très sympa. Et il me fait comprendre que lui, ce qu'il veut, c'est avoir une relation sexuelle tarifée, mais avec quelqu'un qui n'est pas une prostituée. Je me dis, bah écoute, moi je suis pas une prostituée, je veux bien être tarifée. Faisons l'amour si tu veux, il n'y a pas de problème. Et du coup, je suis payée aussi. Et puis petit à petit, lui revient, je vois l'ami de mon papa de temps en temps, lui m'envoie un ami, ça reste très très confidentiel. Ça paye mes sorties, ça paye mes vêtements. Maman ne comprend pas du tout comment je peux revenir avec un kilt Burberry's, mais elle pose pas trop de questions à ce moment-là. Moi, je suis d'un côté une adolescente très heureuse et très joyeuse qui sort beaucoup, et de l'autre côté une adolescente qui se scarifie et qui prend énormément de drogue. Et il y a vraiment cette ambivalence du personnage. C'est que d'un côté, c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. Elle va en boîte et 2 jours après, elle fait une 2e ou une 3e tentative de suicide et elle reste à l'hôpital pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Elle part en clinique de désintox et ça, c'est vraiment ma vie à ce moment-là. Ça passe du rire aux larmes en 1 seconde. Et ce climat, il est né de mon agression sexuelle, de l'éducation que papa m'a donnée, mais il naît aussi de cette consommation de drogue excessive. Je me crois littéralement folle à me dire que demain je me suicide, et effectivement je passe à l'acte, et à chaque fois c'est avec des médicaments, de l'alcool ou me tailladant les veines. Je crois vraiment en ma folie et en une espèce de bipolarité où j'ai dû lire ça dans un journal. Et en fait, c'est la drogue qui amplifie tous ces troubles et qui amplifie tout ce malheur et qui en même temps l'allège. Donc c'est toute l'ambiguïté de ce truc-là. Et parallèlement à ça, je continue à avoir des amants tarifés, des amants non tarifés, des amants beaucoup, beaucoup plus âgés que moi. J'ai plus ou moins un petit copain régulier qui a 55 ans, qui est marié. Là, j'en ai 17, et c'est totalement normal. Il vient me chercher devant le CAP. Enfin, c'est lunaire, en fait. Et j'ai l'impression, quand je raconte ça, que je raconte quelque chose qui ne fait plus partie de ma vie, tellement c'est loin. Petit à petit, s'ensuit une professionnalisation du travail d'escorte. Escorte, c'est le joli mot pour dire prostituée, il faut pas se leurrer. Et que bon, ça va bien 2 minutes, les copains de papa et les copains des copains. Mais je suis avide d'argent. Je suis avide de combler un manque ou de combler quelque chose, de pouvoir aussi satisfaire mes moments où ça va pas par de la compulsion d'achat. Et tout ça, ça reste encore dans une lignée d'addiction. Et de ce que ça provoque dans ton cerveau quand t'achètes, quand tu prends de la cocaïne, quand tu prends de la MD, quand tu fumes du shit et que tu prends de la kétamine. Et tout ça, c'est une boucle infernale. Et il faut plus d'argent et donc plus de clients. Et je commence à aller dans des grands hôtels.
Et après, je m'inscris sur Internet, sur une agence suisse qui me demande que très peu de papiers. Et là, je suis officiellement escorte. J'ai quelqu'un qui m'appelle en me disant à telle heure, est-ce que tu peux aller à tel endroit, t'as un client. Alors j'accepte ou non. Très souvent j'accepte, mais je suis en droit de dire non, ça pose de problème à personne. Je vais une fois par semaine au Western Union verser les commissions de cette personne qui me met en lien avec ses clients. Donc c'est un vrai schéma de prostituée, de MAC. En Suisse, la législation est différente. Normalement, il n'a pas le droit de faire travailler des Françaises sur le territoire français. Mais il le fait, il a des filles dans le monde entier quasiment. Et c'est un réseau qui est très simple. C'est un téléphone, un carnet d'adresses et une trentaine de filles ou une quarantaine de filles sur quasiment tous les continents qui peut appeler à n'importe quel moment en disant j'ai un client, est-ce que tu es dispo Voilà. Le prix dans cette agence, il est élevé. Alors, toutes les filles ne sont pas payées au même prix parce qu'il y a aussi des actrices porno dans cette agence. Les actrices porno, elles sont payées beaucoup plus cher. Il y a aussi les tarifs en fonction de ce que tu acceptes comme prestation. Si tu acceptes ou non la sodomie, si tu acceptes ou non le fait de te faire dominer ou si tu acceptes ou non le fait de dominer. Moi, j'accepte la sodomie, j'accepte la fellation. En revanche, j'accepte pas du tout le fait de me faire dominer. Parce que dans ce rapport à l'argent, c'est absolument pas possible pour moi de me dire que quelqu'un va payer pour m'attacher et j'en sais rien, me claquer les fesses, me fouetter, m'humilier, c'est pas possible. En revanche, je veux bien dominer, ça me pose aucun souci à ce moment-là. Au contraire, ça me fait beaucoup rire. Les tarifs, du coup, dépendent de ça. Moi, je sais que mes tarifs, c'est 500 € de l'heure, 700 € pour 2 heures. Et après, ça doit être 1002 pour 3 heures. Et je dois reverser, si je me souviens bien, 15% de ce que... ou 20%. Du coup, je suis très souvent au Western Union à faire des dépôts de cash pour ce monsieur qui est en Suisse. Et c'est plutôt très cool. Vraiment, j'ai la chance dans cette expérience de me réapproprier étonnamment qui je suis et ce que je vaux. Et ça me donne une confiance en moi. Ça ne m'empêche pas de me défoncer la gueule, mais jamais quand je suis avec un client. Quand je suis avec un client, je ne bois pas, je ne tape pas. Je reste... pour moi, c'est un taf de bureau. Au bureau, tu vas pas prendre de la coke, tu vas pas te murger. C'est exactement pareil. C'est aussi un peu ce qui me sauve. Parce que tu peux très rapidement tomber dans des choses pas cool quand tu es dans le milieu de la prostitution et qu'en plus, tu consommes beaucoup avec tes clients. Ils ont un pouvoir sur toi. Le pouvoir que les gens n'ont pas sur moi, c'est que je suis très claire avec ma situation quand elle devient plus professionnelle. C'est un peu avant d'avoir 18 ans que je rentre dans cette agence. C'est très facile de truquer sa carte d'identité quand on fait une photocopie en noir et blanc, personne ne voit rien. Enfin, de toute façon, ça l'intéresse pas de savoir si les filles sont mineures, il s'en fout. Il sait qu'il fait ça en Suisse, on est en France. Et je le dis aux gens. Parce que je le dis à mes copines, je le dis à mes copains, j'en parle autour de moi très rapidement parce que je ne veux pas qu'on ait de pouvoir sur moi et je ne veux pas qu'on puisse me faire chanter. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris assez tôt, c'est que le secret, ça amène vraiment de la merde. Quand on a un secret, très souvent, quelqu'un va découvrir votre secret et va pouvoir s'en servir contre vous. C'est typiquement dans la cour de l'école... la jeune fille qui est lesbienne ou le garçon qui est homosexuel, qu'il le cache parce qu'il a le poids de sa famille ou il a le poids de l'école, il ne veut pas en parler, mais on le sait et on le menace de le dire et on l'insulte, d'insultes homophobes. Moi j'étais là, ok, en fait je suis pute, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me traiter de pute ? Ok, c'est très bien, mais tout le monde est au courant, donc ça ne m'atteint pas ce que tu me dis. Et ça, c'est quelque chose qui, pareil, est resté tout au long de ma vie. Je dis les choses, je laisse le choix aux gens d'accepter ou non cette situation. Je laisse au choix à mes petits copains, parce que j'ai aussi des petits copains quand je suis escorte, et je leur dis, je suis escorte, est-ce que ça te pose un problème ? Oui, ça me pose un problème, tu vas arrêter ça ? Ok, bah non, c'est nous, on va arrêter. Non, ça m'en pose pas, je suis prêt à l'accepter. Ok, c'est laisser le choix. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de laisser le choix. Et que les gens aient leur propre responsabilité de vouloir ou non rester. Et c'est surtout qu'on ne peut pas me menacer, parce que dans cet univers nocturne de drogue et de prostitution, par moment, il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit « Je sais ce que tu fais si tu viens pas à 4h du matin alors qu'on est 4 mecs et
que tu ne te donnes pas à nous, je vais le dire à tout le monde dans les endroits où tu sors. Et je suis là, mais dis-le, tout le monde est déjà au courant, donc il n'y a plus aucun moyen de pression. J'ai la chance de faire ça dans des conditions qui sont plutôt idylliques. C'est étonnant de dire ça, mais c'est pas le cas pour beaucoup de travailleurs du sexe qui parfois sont dans des schémas où ils n'ont pas eu les bases nécessaires. J'ai eu des bases, j'ai des parents, même si mon père est ce qu'il est, ma maman est présente, je peux rentrer n'importe quand à la maison, même si je fuis la maison comme la peste, elle m'accueille les bras ouverts. Elle m'a donné des clés culturelles, des clés intellectuelles. Je peux me défendre face à des gens qui peuvent m'humilier. Et ça, c'est une grande chance dans ce milieu-là. Je suis française, j'ai des papiers. Si je vais porter plainte, on m'écoute. Et ça, c'est aussi une grande chance. Et c'est vraiment la différence entre la prostitution de rue où des gens te forcent à faire quelque chose et la prostitution d'hôtel où parfois, dans les hôtels, tu as des femmes qui sont obligées, qui sont sans papier. Il y a énormément... Quand tu traînes un peu dans les lobbies d'hôtels, tu vois énormément de jeunes femmes moldaves, ukrainiennes, qui n'ont pas forcément des papiers et qui clairement n'ont pas du tout envie d'être là. Mais quand tu es française et que c'est ton choix, moi c'était un bon choix à ce moment-là. Et c'était un bon choix qui comblait vraiment tout. On me donnait de l'argent, on me disait que j'étais belle. J'ai des hommes qui étaient pour les 98% très respectueux. J'ai eu une seule mauvaise expérience qui est vraiment anecdotique. Quelque part, ça m'a fait du bien de me dire je l'ai fait payer. Un jour, ils m'ont violée, aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait payer. Si je veux, il paye, et si je veux pas, je m'en vais. Puis je rencontre un homme qui comprend le soir même que je suis escorte. Cet homme-là, je le rencontre peut-être une semaine après être sortie d'hôpital psychiatrique et ma 8e tentative de suicide, parce que pendant toute cette période, ça a été ponctué de tentatives de suicide, de services de pédopsie au Kremlin-Bicêtre, à la Villa des Pages, à la Villa Montsouris, enfin pas mal d'établissements en tout genre. Et je rencontre cet homme, qui est un homme plus âgé, qui est quelque part, intellectuellement, il ressemble un peu à mon père. Il comprend très rapidement que je suis escorte, parce que là, à ce moment-là, j'ai 20 ans. Moi, 19 et demi, 20. Ça fait une semaine que je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, je me scarifie énormément. Ce soir-là, j'ai pris énormément de cocaïne, ça a fluidifié mon sang et je lui fais un câlin à la fin de la soirée. Et mes poignets se sont ouverts et je mets du sang sur sa chemise et on se rencontre comme ça. Et il me dit « Oh là là, mais t'as attaché ma chemise ». Je suis foudroyée par ma folie, mais je sens que ça lui plaît en fait, cette folie. Il est attiré par ça. Et du coup, c'est lui qui me harcèle pour qu'on se revoie. Et cette personne, c'est une rencontre clé parce que c'était quelqu'un qui a été néfaste et qui m'a appris à éloigner les gens comme lui par la suite. C'est la véritable définition du pervers narcissique. Tout début, c'était extraordinaire. On voyageait, on allait dans les meilleurs restaurants, il m'a offert beaucoup de choses. Il faisait tout pour que j'arrête l'escorting, et ça a été le cas d'ailleurs, parce que j'avais plus besoin. Il me comblait sexuellement, il me comblait financièrement, et il me comblait intellectuellement. Et moi, j'avais 19-20 ans, lui en avait 45, 46. Assez rapidement, il m'a demandé en fiançailles. C'était génial. Et assez rapidement, c'est devenu l'enfer. Ma maman était ravie que je sois avec lui parce qu'enfin, elle passait le bébé complètement fou à quelqu'un d'autre et elle se disait « Ah, je vais pouvoir respirer, si elle sort, je vais plus avoir à m'inquiéter ». J'ai ralenti un peu aussi ma consommation de drogue, mais je ne l'ai pas du tout arrêtée. Je mentais, je dissimulais beaucoup. Et c'est une personne qui aimait les filles très très minces, donc j'ai perdu beaucoup de poids, qui aimait les filles très très minces en culotte petit bateau, et très très minces en culotte petit bateau, et très très jeune aussi. Il avait ce côté un peu éphébophile, on va dire, qui aime la transformation du corps d'une enfant vers le corps de femme. Et il n'en avait pas réellement conscience, mais c'était ça en tout cas. J'ai perdu beaucoup de poids, donc du coup on est aussi beaucoup plus facilement manipulable quand on est sous-alimenté. Et j'étais à ses côtés, quand c'était bien, mais quand c'était pas bien, c'était l'horreur. Et là j'ai bu encore plus, je buvais quand on se disputait, je pouvais passer des nuits à pleurer sur le canapé alors qu'il était dans la chambre et à boire une bouteille de vodka, et ça, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, j'ai été escorte il y a encore pas longtemps, je consommais énormément de drogue, j'en consomme toujours, et maintenant je commence à glisser sur le terrain de l'alcoolisme. Ça a duré comme ça pendant 1 an et demi. 1 an et demi de très très haut et de très très bas.
1 an et demi d'insultes. C'est pas des insultes en fait, c'est des choses qui vous font sentir comme une merde. Et en même temps, 3 jours après, on vous fait sentir comme si vous étiez la plus belle fille du monde. Et c'est très compliqué à gérer ces moments-là. Et pour le quitter, j'y arrive pas parce que d'ailleurs, je lui dis une fois, moi j'ai pas envie que tu m'épouses, j'ai envie que tu m'adoptes. Parce que quand on épouse quelqu'un, on peut divorcer. Quand on adopte quelqu'un, on peut difficilement le mettre à la poubelle, quoi. C'est encore un climat très, très sain. Sur un vieux fond de peur de l'abandon, alors que maman a toujours été présente. Mais j'ai pas envie qu'il m'abandonne, alors que c'est une horreur finie. Et cette histoire, elle est intéressante dans mon histoire, parce qu'elle va me permettre de ne plus jamais tomber sur une personne comme lui. Lui, c'est quelqu'un qui donne vraiment le meilleur de lui, en tout point. Sentimentalement, financièrement, sexuellement. Sexuellement, c'est incroyable. Comme souvent dans des relations un peu folles et malsaines. On fait l'amour 6 fois par jour, 7 fois par jour. C'est des nuits entières où on se couche, il est 23h et on se réveille, il est 6-7... Enfin, on ne se réveille pas en fait, on voit le jour et on a baisé toute la nuit. C'est galvanisant. Mais ça arrive quasiment que dans des relations qui sont pas très saines, ce genre de truc. Et je suis heureuse de l'avoir rencontré parce qu'il m'a vaccinée contre tous les autres, contre tous les méchants. Ça sera le dernier méchant de ma vie. Après, certaines phrases, certaines réflexions, quand je rencontre quelqu'un, c'est vraiment des alertes. Le compliment déguisé avec un petit truc méchant à la fin, dès le premier rendez-vous, ou le « Ah, t'es jolie, mais ça, franchement, c'est pas top », ou je sais pas, des réflexions parfois sur le poids ou sur la coiffure, des choses qui paraissent vraiment anodines mais qui sont là, genre c'est rédhibitoire. Je sais que toi, on va boire un verre et ça va s'arrêter là. Et du coup, oui, c'est une étape importante de ma vie parce qu'il m'a fait beaucoup souffrir, mais il m'a vaccinée. Après cette histoire, je sors avec un mec qui me sauve un peu de ses pattes. Et c'est tout le contraire, c'est un artiste, il est DJ, il m'écrit des poèmes, il tombe follement amoureux de moi. Moi, je suis très amoureuse de lui, mais pas autant. Et je reprends l'escorting. Il le sait pas forcément. Lui, c'est quelqu'un à qui j'ai pas vraiment laissé le choix. Je lui ai pas vraiment dit. Je lui ai laissé croire que c'était arrêté, qu'il pouvait... Mais je lui ai pas dit, j'ai pas été très honnête. Et il me permet de quitter J. Je me sens importante et c'est une relation... On a vécu pendant quelques mois dans un squat à Asnières avec que des artistes. C'est un squat très propre. C'est très drôle parce que c'est que des enfants de bourgeois qui vivent dans ce squat, qui se défoncent. Mais il y a un homme de ménage philippin qui vient faire nettoyer la cuisine et faire le linge. Ça s'appelle la Cira. Enfin, ça s'appelait la Cira et c'était à Asnières. Et ça, c'est une étape aussi de ma vie. Cet homme-là, je le fais beaucoup souffrir et c'est aussi un peu le seul que je fais réellement souffrir consciemment. Il est tellement gentil. Il m'aime tellement d'un amour inconditionnel, je sais pas, j'ai besoin de lui faire du mal. Pour me réapproprier quelque chose, pour me dire aussi que je peux moi aussi faire du mal à quelqu'un, parce que je sors d'une relation qui est compliquée, parce qu'il y a tout le reste aussi. Et ça, c'est des choses que j'analyserai plus tard. Je sais que je l'ai fait souffrir et je me suis même certainement excusée depuis. Continue la drogue et les soirées et l'escorting, ça ne s'arrête pas et même au contraire, ça tourne à plein régime. Je prends vraiment... encore plus de drogue. Je touche à certaines drogues auxquelles j'avais jamais touché auparavant. Je rencontre quelqu'un qui est héroïnomane, qui est un héroïnomane mondain. On a toujours à l'esprit que l'héroïnomane, c'est le mec ou la nana qui est sous un pont à la Chapelle ou à Stalingrad. Il y a aussi des héroïnomanes mondains où on ne voit pas leur consommation. C'est des gens qui arrivent à gérer leur consommation. C'est rare. Mais ça existe, cette personne fait partie de ces rares cas. Je sais plus, suite à un déboire, on est en boîte de nuit, je vais chez lui et il me fait mon premier fixe d'héro, donc en intraveineuse. Je vomis énormément, mais en vomissant, je ressens quelque chose qui s'allège et qui s'en va de moi. Et cette sensation, elle restera gravée jusqu'à la fin de mes jours comme une sensation un peu nirvanesque. À la fois, je vais pas bien, je suis nauséeuse et je vomis. Et en même temps, après, j'étais vraiment protégée dans du coton et plus rien ne pouvait m'atteindre. On s'est vu 3 fois.
La 3e fois, je savais qu'on ne se reverrait plus parce que je savais que je plongerais dans cette drogue et que ça serait certainement une drogue dont je n'arriverais pas à me sevrer. Toutes les drogues que je consommais à outrance, j'étais persuadée de pouvoir m'en sortir en un claquement de doigts. Alors ça n'a pas été un claquement de doigts, ça n'a pas été simple, mais au moment où j'ai décidé que je voulais arrêter ou que ça ne me plaisait plus, ça a pris du temps, ça a pris des semaines, des mois, voire des années pour la cocaïne, sans plus jamais replonger. Mais l'héroïne, je savais que s'il y avait une 4e prise, c'était foutu. Et ça, c'est quelque chose qui, dans ma vie aussi, m'a aidée, c'est repousser sempiternellement les limites, avoir un pied dans le vide, mais en garder un solidement ancré, enraciné. C'est ce pied-là, ancré sur terre, qui m'a, je pense, permis de ne jamais vraiment aller vers l'irréversible dans tout, même dans les soirées escortes, où je savais qu'il fallait que je parte à un moment, parce que je savais que ça tournait vinaigre, et celles qui restaient, bah oui, elles avaient des problèmes. Une espèce d'instinct de survie, étonnamment d'écoute de soi, même si je me suis fait beaucoup de mal, il y avait une partie où j'étais là, si tu fais un pas de plus, c'est terminé pour toi. Ça a été comme ça avec l'héroïne. La cocaïne, j'ai mis du temps à m'en séparer, vraiment. Ça a été compliqué comme drogue. Je ne voulais plus de cette drogue, elle ne me faisait plus de bien. Elle me mettait dans des états pas possibles. J'étais ni heureuse d'être en soirée, j'avais pas envie de parler à quelqu'un, mais j'avais pas envie d'être seule chez moi, j'avais pas envie de rentrer. J'étais dans la culpabilité le lendemain parce que je me sentais comme une merde et je me sentais dans des états de dépression, mais au-delà de tout, où on se dit qu'il faut que la vie s'arrête en fait, tellement on se sent mal. Et c'est cette putain de drogue qui me faisait ça, qui le soir faisait que j'étais belle de nuit, dans sa robe pailletée sur ses talons de 15 cm, à danser et à être la plus belle, la plus heureuse, la plus drôle, qui a des trucs fun à raconter, et le lendemain, sans dessus-dessous, à se dégoûter aussi soi-même. Et à un moment, je me suis dit, c'est plus possible en fait. Je peux plus être dans cette ambivalence-là, où le soir, c'est cool, puis 3 heures après, ça l'est plus, et le lendemain matin, j'ai envie de me tirer une balle. Quand j'ai commencé à intégrer ça, ça a pris quelques mois, hein, c'est pas venu en une seconde. Le process, il est long. On dit toujours les gens s'en sortent comme si c'était un claquement de doigts, mais le process, il est long. C'est des pierres qu'on déplace petit à petit et on fait place nette en fait. On balaye un peu tous les matins, on balaye un peu et parfois il y a de la poussière qui revient et c'est pas grave, le lendemain on rebalaye. Et c'était un peu comme ça avec la drogue, c'est que j'avais ce désir d'arrêter, mais c'était compliqué quand tout votre entourage consomme de la drogue. Et aujourd'hui, vous êtes à Paris, vos copains, ils travaillent, j'en sais rien, dans la com, dans le ciné, ils sont garagistes, enfin peu importe, tout le monde consomme de la cocaïne. J'ai du mal aujourd'hui à aller dans une soirée où les gens consomment pas de cocaïne. Alors moi aujourd'hui, ça me fait plus rien, je m'en fous, ça me laisse de marbre, je n'y pense même plus. Et je n'en ai pas l'envie. Mais au moment où tu veux arrêter, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tu as des tentations perpétuelles et quotidiennes. Il y a eu aussi plusieurs cure de désintox pour se sevrer et pour arrêter. Mais c'est un monde marrant, la désintoxication. C'est que parfois, t'arrives en cure de désintox parce que, j'en sais rien, t'es accro aux antidep, aux barbituriques, à la cocaïne, au shit. Oui, on peut être accro au shit, ce n'est pas une drogue douce. Et tu ressors avec une autre addiction, en fait. Parce que tu vas croiser des gens qui deviennent tes copains pendant la cure, parce qu'une cure, c'est entre 3 semaines et 4 mois, 5 mois, ça dépend d'où tu es, ça dépend d'où tu vas, ça dépend quelle est ton addiction, quel est ton état. Et oui, et tu rentres, t'as une addiction, t'en sors, t'en as 3 autres de plus, tu vois. Il y a un truc où ça s'échange les comprimés, ça écrase les comprimés pour les sniffer. Donc t'écrases les décontractants, t'écrases les somnifères et tu les sniffes. Ça te brûle les narines, mais c'est pas grave, t'es tellement en manque de ce geste, parce que la cocaïne, plus qu'un manque physique, c'est vraiment le manque de tout ce qu'il y a autour. C'est le manque du geste, donc se rouler un billet, le mettre dans sa narine, inspirer, sentir quand ça passe dans la gorge, sentir quand ça passe dans le nez, sentir que ça passe aussi avec ta langue, tu vas le sentir sur tes gencives. Et tout ça, c'est vraiment lié à ce geste. Moi, c'est pas spécialement les cures de désintox qui m'ont aidée.
Ce qui m'a aidée, c'est déjà de prendre conscience, me dire ok, à un moment, c'est bien d'insulter tout le monde quand ça va mal, d'être horrible avec ta mère, de pas faire grand-chose de ta vie, mais est-ce que tout ça, ça serait pas lié aussi à la consommation que tu as? Cette espèce de sursaut, je l'ai eu un jour où j'ai eu une grippe, et donc du coup pendant 6 jours, 7 jours, j'ai pas pu sortir, et donc du coup je n'ai pas bu et je ne me suis pas droguée, et ça m'a énormément manqué. Mais ça m'a manqué, j'étais dans un état pas possible, où je crois que vers la fin de ma grippe, je suis allée chez l'épicier acheter un flash de vodka en fait. Et là je me suis dit, il y a un problème, il y a vraiment un problème. Et ce problème, je m'y suis mise dedans et je peux m'en sortir. Et j'ai coupé court avec beaucoup de gens à ce moment-là. Beaucoup de gens qui me faisaient rire, qui étaient sympas, qui n'étaient pas forcément nocifs, mais qui simplement étaient très drogués et n'étaient pas prêts à accepter que je veuille arrêter. Parce que quand on prévient ses amis en disant je veux plus que vous m'en proposiez et que tous les soirs quand vous les voyez on vous en propose, c'est pas de l'amitié en fait. Et du coup pendant 6 mois j'ai vraiment coupé court à ça. Après je suis revenue, j'ai reconsommé mais beaucoup moins, et à chaque fois que je consommais vraiment je sentais la culpabilité. Je voulais pas être coupable, je voulais pas me sentir coupable, je voulais pas le matin me dire mais qu'est-ce que t'as fait. J'ai eu ça une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois, et puis petit à petit, la culpabilité était encore plus forte que mon envie de cocaïne. Ça s'est beaucoup calmé. J'ai rencontré mon ex-mari qui, lui, ne consommait pas. Mais encore à ce moment-là, je me souviens que j'arrivais chez lui avec de la coke et j'en avais un peu toujours sur moi. Mais je crois que le fait que lui ne consomme pas, ça a été aussi un vrai facteur déclencheur. Sur le fait de me dire je vais pas rouler une pelle à un mec qui a pas fumé un paquet de clopes dans la soirée et pris 4 traces de coke, parce que tu sens mauvais de la bouche et tu vas pas lui rouler des pelles, c'est pas cool. Et du coup petit à petit ça m'a aussi vachement aidée, et ce qui m'a aidée c'est que il apportait pas de l'eau à mon moulin, il apportait pas de l'eau à ma folie, ce qui n'avait pas été le cas de tous les hommes que j'avais rencontrés auparavant, qui étaient fascinés par cette espèce de Lolita blessée, semi-pute, semi-littéraire, je sais pas, je sais que j'étais un animal blessé qui aimait lire, qui aimait réciter des vers, qui aimait le théâtre, qui aimait la drogue par-dessus tout, qui aimait le sexe, qui avait aucun problème à parler de sexualité, qui avouait qu'elle était prostituée. Et tout ça, ça attire. Ça attire des gens qui, forcément, eux vont pas spécialement bien non plus. Et du coup, ils alimentent cette folie. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés dans ma vie qui étaient un peu fascinés par le personnage que j'étais, et du coup alimentaient vraiment ça, et ça ne calmait pas du tout mes névroses et mes dingueries. Au contraire, ça les provoquait encore plus. Et mon ex-mari, c'était pas du tout le cas. Mon ex-mari m'a fait comprendre que me scarifier, c'était quelque chose qu'il voulait pas voir, il voulait pas de ça. Si j'étais avec lui, c'était parce qu'on était bien, parce que j'étais bien, que les crises à cause d'un excès de drogue, ça le laissait de marbre en fait, que lui il comprenait pas ça. Il avait une vie je parle de lui comme s'il était mort, le pauvre. Il est bien vivant, mais il avait une vie qui était très structurée, avec un travail qui était prenant, et il m'a fait voir autre chose. Il m'a fait voir un peu la part de lumière et me révéler en me disant tu peux faire ça. Il avait un magazine, il me dit mais tu sais super bien écrire, écris dans mon magazine. Mais tu sais faire ci, fais-le. C'était un peu le côté du tout possible, je t'aide. T'as envie de faire une marque de cafetans, je prends une stagiaire sur le compte de ma société et tu fais des cafetans et on verra où ça mène, et même si ça mène pas vraiment quelque part, tu l'auras fait. Et quelque part, il m'a transmis cette force que j'ai aujourd'hui aussi. Tout est possible. Je me dis, du moment que tu fais, il va se passer des choses. L'inaction, elle est pire que tout. L'inaction, elle te laisse dans la dépression, elle te laisse en mauvaise santé, c'est un frein à tes projets. L'action, au contraire, c'est sortir de soi. C'est sortir de sa zone de confort, c'est se dire j'ai envie de faire ça, pourquoi pas, le tester. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback en fait. C'est pas une erreur. Si ça marche pas, c'est que c'est pas une erreur. J'ai appris plein de choses. Et ça, c'est vraiment cette personne qui m'a appris ça. C'était quelqu'un qui avait pas trop d'empathie, quelqu'un de très gentil,
mais pas en pâte, et qui du coup n'alimentait pas ma cinglerie. Et ça a mis un frein à toutes mes folies. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'être aussi folle ? C'est quoi toute cette énergie que je dépense ? Oui, il m'est arrivé des choses horribles, c'est certain. Oui, j'ai mené ma vie comme je voulais la mener, en faisant exactement ce que je voulais, en étant une Lolita semi-pute à 14 ans, 15 ans, 16 ans, à se droguer, à sortir toutes les nuits. Mais je faisais ça pourquoi ? Pour attirer l'attention, pour qu'on me plaigne, pour qu'on me cajole. Quand j'ai commencé à comprendre ça et à me dire, en fait, je veux récupérer ma responsabilité. J'ai été victime un jour, je ne veux pas rester victime de ces hommes-là jusqu'à la fin de mes jours. Je ne veux pas, pour qu'on m'aime, avoir besoin de me scarifier, avoir besoin d'être complètement droguée au fond du trou. Je n'ai plus envie de ça. Et c'est surtout que je n'ai plus envie de dépenser autant d'énergie là-dedans. Et le process, il est compliqué à mettre en place. Enfin, on ne se réveille pas un matin en se disant « Ah, je vais récupérer ma responsabilité, hop, trop bien, et tout va s'effacer ». Non, c'est petit à petit, c'est pourquoi j'ai fait tout ça pendant ces années ? Pour le regard de qui ? Pour l'amour de qui ? Pour le désir de qui ? Est-ce que je veux être victime toute ma vie ? Est-ce que je veux que ça me serve d'excuse ? Ah, j'ai pas réussi ça, mais tu sais, c'est parce qu'un jour j'ai été violée. Ah, j'ai pas réussi ça, mais tu sais, mon père, il me foutait sur un ponton et il m'obligeait à passer 6 heures sur un ponton à plonger et à arriver sur le bord de l'eau vomissant de l'eau de mer. Sinon, il me laissait sur le ponton jusqu'à temps que je sache plonger. Non, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de dépenser de l'énergie comme ça. J'ai eu envie de me dire, moi, je suis qui pour moi ? Je veux, moi, me faire du bien. Je veux savoir ce qui me fait du bien, je veux essayer de savoir qui je suis, et je sais pas encore aujourd'hui qui je suis. Je sais que je suis quelqu'un qui a de l'espoir, qui croit en plein de choses, qui un jour peut croire en Jésus et le lendemain peut croire au vent dans les feuilles, dans une forêt, à mes pieds qui sont reliés à cette terre. Je sais que je suis cette personne qui peut croire que c'est possible. C'est possible de guérir, c'est possible de se remettre des choses. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est de la rigueur aussi. Aller bien, c'est un travail. Ça s'apprend. Moi, il y a des choses qui, je sais, me font du bien au quotidien. Ça vient dans ma routine et si je ne fais pas cette routine pendant plusieurs jours, je commence à me sentir moins bien. Et c'est des choses qui peuvent être très bêtes. Depuis plusieurs années, je me douche à l'eau froide le matin. Et c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est quelque chose qui me... Je me lève, je fais mon lit est fait, c'est quelque chose de bête, mais mon lit est fait, je suis fière que mon lit soit fait. Je me lave, je prends une douche froide. Dans cette douche froide, j'ai une inspiration qui est ultra profonde, qui permet aussi de relâcher mon stress, qui permet aussi de me préparer aux stress environnementaux que je vais avoir et auxquels j'étais très sensible il y a quelques années. Je pouvais pleurer pour un rien aussi. Après cette douche froide, je vais respirer pendant 4-5 minutes et ensuite, tout est possible dans ma journée. Quand j'ai ça, tout est possible dans ma journée. Le fait aussi de respecter toutes les étapes que j'ai connues, de ne pas les nier, mais de me respecter aujourd'hui en me disant mon corps, c'est pas une poubelle chimique. Je veux plus prendre de drogue bizarre, je veux plus tout ça pour mon corps, je veux faire attention à ce que je mange et je fais attention à ce que je mange. Et tout ça, c'est un process qui n'arrive pas en un jour, mais qui, mis bout à bout, petite chose par petite chose, m'ont fait prendre conscience que j'avais une force en moi qui était phénoménale. Cette force en moi, elle est là depuis le départ. C'est ce que maman m'a transmis peut-être, c'est mes racines corses, c'est l'importance d'avoir des racines, c'est l'importance d'être ancré à soi, d'être ancré au sol, d'être ancré à sa terre, d'être ancré à quelque chose auquel on croit. Et c'est aussi cette rigueur de me dire cette chose me fait du bien, je continue à la faire. Et de prendre conscience de ma valeur et de m'autoriser à faire des choses qui étaient bonnes pour moi et égoïstement que pour moi, ça m'a permis de me développer. Aujourd'hui, j'ai peur de rien en fait. Vraiment, aujourd'hui, je n'ai peur de rien. Je suis devenue DJ sur un coup de tête, ça a fonctionné. J'ai ouvert mon institut en ayant travaillé 2 ans chez moi avec des clientes et en me disant « Ok, il y a trop de monde, on ouvre un institut. » Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Ma peur est de perdre les êtres qui me sont chers, mais je n'ai plus peur de faire.
en fait. J'ai plus peur de me lancer et de me dire fuck, je m'en fous, je fais, on verra ce qui se passe. On perd de l'argent, c'est pas grave. On perd du temps, c'est pas grave. On fait. Je suis vraiment épanouie et plus qu'être épanouie, je suis sereine et je suis heureuse. Il y a des moments qui sont durs. J'ai perdu mon père il y a 1 an et demi. C'est un moment de ma vie qui s'arrête. Je suis fille unique, j'ai plus de famille en fait. J'ai eu le loisir de lui dire tout ce qu'avait été ma vie, aussi grâce et à cause de lui. Donc j'avais fait mon deuil avant qu'il décède. Je lui ai tout dit, je lui ai tout balancé. La drogue, l'escorte, ses copains, les hommes plus âgés. Il a pleuré, ça m'a fait du bien de le voir pleurer. Mais je savais qu'il pouvait partir, je serais pas triste. J'ai été triste, j'ai pleuré. Ça n'a pas duré longtemps. C'est quelqu'un avec qui j'avais certes une relation particulière. Si ça arrivait à ma maman demain, je te dirais pas ça 1 an après, ça c'est une certitude. J'ai foi en l'avenir. Je sais plus qui dit ça, mais revenue de tout, elle y est retournée. Même si t'est arrivé les pires horreurs, t'y retournes mais différemment, dans un sens où tu sais que tout ça c'est du passé et il pourra pas t'arriver pire de toute façon. T'as analysé toutes ces choses et t'en fais quelque chose de grandiose. J'ai pas gravi l'Everest, mais t'en fais quelque chose de grandiose à ta façon. Moi, c'est grandiose pour moi d'avoir mon institut, d'avoir mes clientes. Et ce qui est encore plus grandiose, c'est de me sentir suffisamment heureuse, libre, épanouie pour aujourd'hui rentrer dans une formation pour devenir hypnothérapeute, pour pouvoir aller plus loin dans le soin. Ça, c'est grandiose. Et on en revient au mouvement. Il ne faut pas s'arrêter de se mouvoir. Il faut bouger. Il faut bouger son corps, il faut bouger son esprit. Et je pense que c'est aussi l'une des clés, tout du moins c'est l'une des clés de mon bien-être, c'est de pas trop s'apesantir. Si quelqu'un m'écoute, le conseil que je pourrais lui donner, c'est d'avoir la foi, enfin peu importe la foi en quoi, si vous avez foi en Dieu ou foi en un esprit de la nature, foi en vous. On a des ressources en nous qui sont inestimables. Même lorsque on nous a fait croire qu'elles étaient brisées, même lorsqu'on nous a fait croire qu'on était une merde ou qu'on n'était pas faite pour cette vie, on a des ressources en nous qui sont incroyables. Ce qui prend du temps, c'est de les trouver. C'est de creuser dans sa propre mine interne et d'aller chercher ses ressources. Et je rajouterais aussi que se rapprocher de ses racines, son histoire première, qui on est, qui sont nos parents, qui sont nos arrière-grands-parents, qui nous ancre réellement, ça fait aussi partie de ces ressources inestimables. Et jamais s'arrêter, de croire, d'apprendre, de rire, pour un oui, pour un non. Je crée des moments de rire tout le temps, qui ne font rire que moi, hein. Mais je fais peur à mon mec 10 fois par jour et ça me fait rire et ça me fait du bien. C'est le mouvement. Il y a un temps pour s'apesantir, il y a un temps pour digérer la souffrance, pour digérer le malheur, pour digérer la mauvaise nouvelle. Et c'est normal. Et ce temps, j'en suis vraiment le bon exemple, il peut être extrêmement long. Mais à un moment, il faut botter le cul à ça et on se jette dans le vide et on y va, quoi, et on y croit. C'est possible. Vous pouvez y arriver. On peut tous y arriver, vraiment. Merci à Laura de s'être livrée avec tant de vérité et de bienveillance. J'ai été ravie de faire ta connaissance et je suis très admirative de ta force après avoir vécu tout ça. Pour ne rien vous cacher, quand Laura a commencé à parler de son agression sexuelle, j'ai eu très mal au ventre. Je me pinçais la lèvre à l'intérieur de ma bouche parce que la scène qu'elle racontait était très violente à entendre. Et je me disais, comme certains d'entre vous sûrement, mais comment survivre à ça ? Et elle en est la preuve. Elle est tombée dans la drogue, l'alcool, le travail du sexe. Et aujourd'hui, elle a son institut de bien-être réputé dans Paris et en formation pour devenir hypnothérapeute. C'est une belle personne en tout point. On est malheureusement dans une société où tout le monde se juge sans connaître les histoires personnelles des gens.
J'espère que son histoire pourra ouvrir les yeux et aider ceux qui traversent des épreuves similaires. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez m'encourager à continuer, n'oubliez pas de me mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci, à la semaine prochaine.